On va parler du bruit en ville aujourd'hui. Quelles limites fixer aux lieux de fête, mais aussi aux terrasses, aux restaurants? Comment laisser une place à des réjouissances, à des festivals dans une ville comme Bruxelles? Faut-il forcément un peu plus de tolérance ou au contraire des règles plus strictes parce qu'il y a plus de monde? On a beaucoup de questions à se poser. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et j'accueille Pascal Smet, bonjour. Bonjour. Député bruxellois, vous avez fait voter en commission un texte qui fixe certaines règles. On verra avec vous lesquelles et ce que ça va changer. Lorenzo Serra, bonjour à vous. Vous êtes un organisateur d'événements, vous représentez le monde de la nuit. On verra si vous êtes satisfait de finalement l'offre et des possibilités en matière festive à Bruxelles. On verra aussi avec vous si les normes de bruit, les règles fonctionnent bien. Mathieu Léonard, bonjour. Vous êtes restaurateur, vous êtes un des porte-parole de la fédération Horeca Bruxelles. Et évidemment, on va voir avec vous ce qu'il en est des terrasses, des restaurants, de l'événementiel en général. D'autant que dans des communes comme celle d'Ixelles, bonjour Romain de Reusme, eh bien, le bourgmestre impose des règles et on verra avec vous si ces règles fonctionnent et s'il y a encore moyen de travailler le soir, en été, en terrasse à l'extérieur, en région bruxelloise. Mais Pascal Smet, d'abord bonjour. Derrière cette ordonnance Agent of Change, un nom on va dire en anglais un peu technique sans doute, se cache quoi? Des règles plus strictes, ça veut dire que maintenant quand on habite juste à côté d'une boîte de nuit, on n'a plus le droit de se plaindre des basses qui transpercent le salon à 2h du matin? Non, c'est pas ça. En fait, c'est le bon sens traduit dans une ordonnance, c'est-à-dire qui vient le dernier doit prendre les mesures supplémentaires pour éviter des nuisances de bruit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si une discothèque est installée déjà, tu vas vivre à côté d'une discothèque et tu vas construire une nouvelle maison, un nouvel hôtel ou n'importe quoi, ou tu vas faire une lourde rénovation à partir du 1er octobre 2026, tu es obligé de prévoir ou de montrer que tu as pris des mesures supplémentaires pour éviter que tu as prêt à avoir des problèmes de bruit. Mais par contre, ça vaut aussi pour une discothèque, club de nuit ou n'importe le même genre qui s'installe dans un quartier. À ce moment-là, c'est le club de nuit qui est responsable pour prendre des mesures supplémentaires pour éviter qu'il y ait des nuisances. Et en plus, on a changé la loi sur les renseignements urbanistiques. Quand tu achètes une maison ou tu veux le louer pour longue durée, le notaire sera obligé de vous informer qu'il y a quand même un club de nuit. Comme ça, les gens ne peuvent pas dire « Oh, j'ai acheté quelque chose et je ne savais pas qu'il y a un club de nuit dans le coin, dans une distance de 20 mètres. » Voilà, alors c'était 50 au départ, on est passé à 20 mètres. Pourquoi? Et est-ce que 20 mètres, c'est vraiment une bonne distance? Parce que le bruit peut aller au-delà de façade. Hein. Il y avait un peu de débat là-dessus, mais finalement, la règle est 20 mètres, mais le gouvernement peut faire des exceptions. Par exemple, jusqu'à 50 mètres plus long, cas par cas. Quand c'est justifié, ça dépend un peu de configuration des bâtiments. Mais il faut bien savoir, les gens pensent, pour éviter qu'il y ait de bruit, il faut isoler. Oui, bien sûr, il faut isoler, mais parfois c'est dans la construction, puisque le bruit passe par des ponts. Et quand deux bâtiments se touchent, tu peux avoir l'isolation parfaite, mais le bruit va quand même passer, par exemple, par une barre métallique. Et comme ça, c'est très important qu'on sensibilise les architectes, les entreprises de construction, quand ils construisent quelque chose, que c'est bien. Finalement, ces mesures sont nécessaires, comme la reconnaissance comme patrimoine immatériel était nécessaire, mais c'est pas encore suffisant pour sauver la culture du clubbing à Bruxelles. On reste en danger dans le clubbing, Lorenzo Serra. Ça reste compliqué de tenir, d'ouvrir, de faire vivre un établissement à Bruxelles. Et est-ce que c'est à cause des normes? Les normes sont très compliquées parce qu'on est toujours menacé, enfin en tout cas... Tous les établissements existants aujourd'hui qui ne seront pas concernés par cette nouvelle loi Agent of Change sont toujours menacés par un voisin qui voudrait faire placer une chambre à côté d'une piste de danse et pour laquelle il ne faudrait pas un permis d'urbanisme. Donc effectivement, aujourd'hui, le travail qui va sans doute s'ouvrir à nous, c'est de protéger les 15 cathédrales qui nous restent à Bruxelles en termes de clubbing. Je pense au Fuse, je pense au Mirano, je pense à Oumi, je pense à la Cabane qui a déjà arrêté, qui a arrêté au mois de décembre. Je pense qu'on aurait eu Agent of Change il y a 10 ans, la Cabane ne serait pas fermée aujourd'hui. Et le Fuse ne serait sans doute pas en danger. Donc c'est certainement une très bonne loi qui est passée, mais pour le futur, maintenant il faut qu'on s'occupe de ces établissements phares et qui sont menacés. Je pense que le prochain menacé, c'est sans doute le Mirano, pour une raison de construction d'hôtels juste à côté. Donc effectivement, c'est assez... Il est à combien de mètres l'hôtel juste à côté? Il est dans la zone de 20 mètres? Il est mur mitoyen de la piste de danse. Donc...
Mais on a averti la commune, parce que la commune ici qui a délivré les permis, on a clairement dit à la commune, fais attention, il ne faut pas venir après, fermer les Myrano puisqu'il y a problème de bruit, et dit au constructeur, dit au architecte qu'il doit éviter les ponts entre les deux bâtiments. Et la commune de Saint-Georges a dit, oui, on est conscient, on a pris les mesures. Voilà. On a un bourgmestre ici, Romain de Reus, mais le bruit, c'est une source de plaintes fréquentes. Quand les gens ne sont pas contents, ils vont chez le bourgmestre. C'est l'élu local, hein, ils le disent assez souvent. Vous en avez, vous, des plaintes de gens qui, à Ixelles, disent tel événement, ça me pose problème. C'est pour ça que vous avez fait fermer des terrasses, d'ailleurs ? Fermer des terrasses, ça allait un peu vite en besogne. Nous, à Ixelles, d'abord, juste un petit mot sur la commune et le contexte local. C'est la commune où il y a la proportion de jeunes entre 18 et 29 ans, de jeunes habitants entre 18 et 29 ans, la plus importante de la région de Bruxelles-Capitale, et de très loin, par rapport à toutes les autres communes. Et puis, c'est la commune des universités. On a 20 000 étudiants qui habitent sur le territoire communal sans y être domiciliés. Donc, on a une proportion de jeunes immense. C'est une commune de destination où tout le monde apprécie aller boire un verre et sortir. Donc, évidemment que la problématique du bruit, en particulier la nuit, eh bien, elle est présente et des citoyens me sollicitent parce qu'ils demandent légitimement de la quiétude. Ils demandent légitimement de pouvoir avoir des nuits... Comment on peut faire d'abord, on a les moyens de faire des arbitrages comme bourgmestre parce qu'il y a des normes régionales. Sur quoi vous pouvez vous appuyer comme bourgmestre pour, à un moment donné, réagir quand il y a trop de bruit ? Ce sont des arrêtés exceptionnels ? Vous pouvez bloquer un projet quand il est en cours ? D'abord, en fait, je me place surtout dans une logique de partenariat avec les acteurs du monde de la nuit, avec les cafés, comme avec les boîtes de nuit. On en a moins sur notre territoire, mais on en a des très emblématiques à Bruxelles. Et c'est une logique de partenariat. Les cafés, les restaurants ont une clientèle qui exploite des terrasses, souvent, ils exploitent des terrasses. Et si on sait s'entendre, si on sait être partenaire pour encadrer le public qui est celui des cafés et des restaurants, eh bien en fait, on s'est trouvé le juste milieu pour d'une part soutenir l'activité économique et ce qui est une profonde identité de notre commune, une commune de sortie, une commune de destination, une commune jeune, et moi je ne vais jamais aller contre cette identité-là. Au contraire, il faut pouvoir l'entretenir, mais il faut trouver aussi l'équilibre avec la demande légitime de quiétude des riverains, et pour ça la logique de partenariat, c'est la logique gagnante. Concrètement, des règles sont établies comme dans toutes les communes, et pour peu que les règles soient respectées, eh bien, nous savons travailler ensemble. Et je vais vous dire une chose, j'ai même augmenter les horaires des terrasses le week-end, les vendredis, samedis et veille de jours fériés. C'était minuit 30 avant, ça passe à 1h du matin. Il y a une extension des horaires parce que dans la logique de partenariat, j'ai discuté avec l'ensemble des restaurants et des cafés, on les a invités à des réunions. On a quand même eu des retours de restaurateurs qui n'étaient pas contents. Mathieu Léonard, c'est difficile de devoir faire tout son chiffre d'affaires sur le week-end. Il y a aussi un public qui sort la semaine et c'est un public de jeunes travailleurs, c'est un public qui a des moyens. Alors quoi, on est attentif au moment d'ouverture, c'est important de pouvoir travailler. Allez, on va peut-être pas dire 7 jours sur 7, mais au moins aussi le mercredi, le jeudi, le vendredi dans l'Horeca. Mais je crois que c'est pas déraisonnable d'avoir établi une certaine forme d'équilibre. Et c'est pas pour jeter des fleurs à Monsieur de Reus, mais en l'occurrence, on trouvait ça plutôt juste. On sait qu'il y a un problème de nuisance sonore sur la commune d'Ixelles, sur la commune de Saint-Gilles, de Bruxelles, et dans certains autres quartiers des communes, d'autres communes bruxelloises. Mais c'est clair qu'Ixelles, Saint-Gilles et Bruxelles concentrent énormément de cafés et de restaurants, de café en particulier, et que donc il y a une vie nocturne qui est établie. Et donc, il y a un moment, moi, on est tous riverains, on habite tous à Bruxelles ici, on est tous des Bruxellois. Si on habite à côté d'un restaurant ou d'un café, on l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment, il y a des bornes à pas dépasser. Et donc, passer de minuit et demi à minuit du dimanche au jeudi ne me semble pas dramatique. Par contre, c'est tout bénef pour les cafetiers de gagner une demi-heure supplémentaire sur leur chiffre d'affaires, puisqu'on sait de facto que les veilles de jours fériés, le vendredi et le samedi, c'est blindé. Donc on va d'office récupérer une manne de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc ça ne me semble pas, ça me semble plutôt équilibré comme décision. Et je rajouterais quand même que le monde Horeca, que ce soit les restaurants, les cafés et aussi le monde de la nuit, n'est pas insensible à la vie des riverains et des gens qui nous entourent. Nous, on doit travailler avec eux aussi. Nous sommes des partenaires de nos voisins et donc on doit les respecter.
Un système comme Agent of Change, tel que les boîtes de nuit, ça serait intéressant pour l'Horeca. On pourrait dire aux restaurateurs, vous ne pouvez ouvrir, ou en tout cas, vous devez tout faire à vos frais si vous ne reprenez pas un endroit qui existait déjà avant. C'est une excellente nouvelle, cet Agent of Change, parce que je rappelle quand même que nous dépendons, le secteur des hôtels, des restaurants et des cafés dépend aussi du clubbing. Donc, quand Lorenzo parle des boîtes de nuit, si ces boîtes de nuit sont vides, cela va impacter notre chiffre d'affaires de manière négative. Les hôtels en particulier pour les très gros événements de clubbing, puisque au-delà du côté simplement festif, il y a quand même tout un pan culturel qu'il faut envisager aussi. Donc nous, on a besoin du clubbing, on a besoin de mesures comme celle que Monsieur Smet a pris. Donc c'est un dossier qui traîne là quand même déjà sous la précédente législature, que vous avez réussi à faire passer enfin maintenant. Donc nous, on applaudit, on trouve ça super. Et de toute façon, ça recadre un petit peu les règles et c'est de dire, mon coco, si tu viens à Bruxelles, déjà c'est la ville, hein, la région bruxelloise, c'est une ville-région. Donc croire qu'on vit dans les champs au milieu des pâquerettes et des petits oiseaux, je veux dire, c'est pas que ça. Donc il y a un moment, il faut respecter aussi le clubbing, il faut respecter le monde du café et le monde de la restauration parce que nous y vivons et nous apportons notre valeur ajoutée. Mais on est d'accord pour dire qu'il y aura quand même toujours plus de clients sur une grosse terrasse comme celle qu'on voit derrière vous ou dans une boîte de nuit, un club ou un festival qu'il n'y a de riverains. Donc si on prend cette logique économique voilà, ça crée de l'emploi, ça génère de l'activité, c'est bon pour tout le monde, les riverains seront toujours finalement ceux qui se font le moins entendre. D'autant que voilà, ils découvrent souvent que quand ça arrive. Donc vous n'êtes pas d'accord, Pascal Smet, Lorenzo Serra non plus, non? Moi, ça dépend un peu des quartiers. Évidemment, quand tu es dans un quartier résidentiel et que tu es depuis des années résidentiel, il y a un café qui s'installe. Bon, le bon sens dit, calme un peu, hein, il ne faut pas faire tout. Mais par contre, quand tu vas vivre à côté de Saint-Géry, par exemple, tu sais très bien qu'il y a plein de cafés, que ça va jusqu'à 1-2 heures, il ne faut pas se plaindre après. Tout ça est de bon sens, en fait. Il y a quand même parfois des cafés qui ici sont petits, puis il y a parfois des cafés qui sont petits, et la terrasse, il y a 3 clients dessus, puis au bout d'un moment, il y a un gros succès. Vous avez dû connaître ça, Romain Dereus, à XL, ça arrive que tout à coup, un établissement ait du succès, et puis le petit bruit qu'on avait pas tard, il devient beaucoup plus important, et les permis ont été octroyés. Alors, ils peuvent faire quoi, les riverains, dans ces cas-là? Mais moi, je reviens à ma logique de partenariat. D'abord, ils peuvent venir voir le bourgmestre en tout temps. Et c'est il leur dira quoi, le bourgmestre? Mais je reviendrai ou avec cette logique de partenariat. À partir du moment où les règles sont respectées, que les règles cherchent le juste équilibre. Et ça a été dit par mon voisin de droite, merci de souligner le travail que nous avons fait pour trouver justement le juste équilibre. À partir du moment où les règles sont établies, elles doivent être respectées. Si elles ne le sont pas et qu'il y a des contrôles qui font état de débordements excessifs, des mesures, des sanctions doivent être prises. Ça, c'est simplement l'application de l'état de droit. Et vous aviez dit tout à l'heure en introduction, je me permets de revenir dessus parce que j'ai pas envie qu'un bruit court qui ne soit pas correct, des fermetures de terrasses à XL. Non, il y a eu une fermeture d'une terrasse, parce que son autorisation, c'était 6 mètres carrés, et une fois par semaine, il en occupait 150 mètres carrés, et ça a amené parfois à devoir couper la circulation des bus. On se rend compte que le débordement est excessif, que les nuisances sont beaucoup trop importantes, et en plus de ça, que sa clientèle était mise en danger. Après plusieurs sommations, 4 mise en demeure, 2 convocations par le fonctionnaire sanctionnateur, j'ai dû prendre la mesure, à contre-cœur, c'est vrai, j'ai dû prendre la mesure de fermer sa terrasse. Mais depuis, en fait, cette logique-là a été bien comprise parce que nous nous sommes vus en entretien et aujourd'hui, les règles sont respectées, la terrasse est tenue, il sait tenir son activité tout au long de la semaine et avoir un chiffre d'affaires qui correspond à la capacité aussi de l'établissement dans le respect des règles de sécurité. Donc en fait, c'est possible de s'entendre et c'est possible que les choses se passent bien pour tout le monde. Je voudrais vous faire voir une citation. Ça date de la saga du Fuse, hein, Lorenzo Serra en parlait il y a un instant, c'était en 2023. Voilà voir apparaître. C'était Laro qui aurait pu venir ici, mais on leur a proposé de venir, malheureusement leur agenda ne le permettait pas. Mais regardez ce qui est encore sur leur site. Ils évoquent une inégalité de rapport de force entre les plaidoyers et les lobbies qui s'expriment en faveur du monde de la nuit d'une part et les revendications des riverains qui exigent le simple respect du droit et de l'environnement habité. C'est un fait. Il y a une fédération qui est professionnelle, alors que les comités de quartier, ce sont toujours des amateurs. Ils n'ont pas toujours les clés, les armes pour se défendre. Vous avez été bien soutenu. C'est vous qui l'avez écrit, le texte Agent of Change, Lorenzo Serra?
On l'a clairement amené sur la table parce que on avait deux sources d'information. Du côté, on a plutôt les Français qui vont vers un droit d'antériorité et le côté plus anglo-saxon qui va sur Agent of Change, donc dernier arrivé, dernier servi. L'antériorité, c'est un peu gênant parce que qui était là le premier si on a affaire à une maison du Moyen-Âge et qu'un club a ouvert dans les années 80, on va toujours se poser la question de l'antériorité. Le dernier arrivé, dernier servi, c'est assez clair. C'est assez clair à comprendre. Dire qu'aujourd'hui, les riverains ne trouveraient pas leur compte, je pense que c'est plutôt l'inverse. Il va nous rester 15 à 20 boîtes de nuit à Bruxelles, quelques tiers-lieux. Et si ces lieux n'existent pas, où iront les jeunes dans la rue ? Donc la vraie question, où est-ce qu'ils iront de 2h à 6h du matin, sans doute dans la rue. Je pense qu'il y a certaines communes qui seraient très heureuses d'avoir quelques clubs sur leur territoire parce qu'effectivement, ces jeunes terminent sur l'espace public et font du bruit. Donc je pense que ça régule aussi l'espace nocturne, le clubbing. Donc je pense, et aujourd'hui franchement tous les outils sont là pour les riverains. Donc on est en train de mettre en place des règles pour développer la région de Bruxelles-Capitale vers le futur. On est passé de 1 million d'habitants à 1 250 000 en 10 ans. On est quand même une zone très dense, on est une capitale. Après, c'est une question de vision politique. Est-ce qu'on veut une ville administrative ou une ville vivante ? Pascal se mettre là-dessus. Les riverains, quand ils s'opposent à des boîtes de nuit, c'est du NIMBY, c'est ça ? Pour certaines, oui, mais je ne suis pas d'accord non plus que les habitants n'ont pas droit de parole. Et il y a beaucoup qui crient. En plus, Aran, Inter-Environnement, ils choisissent toujours contre ce type d'activité. Peut-être ils doivent se sortir un peu plus la nuit aussi, je pense. Hein. Ça va peut-être un peu décontracter un peu plus. Mais ça étant dit, franchement, quand on regarde pour l'exemple de Fuse, combien de signatures il y avait en quelques heures ? 67 000. Oui, voilà. On était à 70 000, 80 000 signatures en quelques heures. Pour le maintien du Fuse. Est-ce que pour le c'est maintien toutes du des signatures de Fuse, mais ça, c'est des Bruxellois habitants. et donc voilà, c'est des habitants aussi. Les riverains sont toujours moins nombreux que ceux qui profitent de l'événement. Le problème avec les associations, ils aiment toujours placer tout ça, le capital contre les habitants, les lobbies contre les habitants. Non, c'est pas, comme Romain a dit, le bourgmestre a dit, c'est un partenariat. Et c'est pas, évidemment, pour un homme politique, en plus à Bruxelles, les habitants sont importants puisqu'ils sont des gens qui votent. Et par conséquent, il faut trouver équilibre. Tous ces équilibres et le NIMBY, malheureusement à Bruxelles, est présent. Et encore une fois dans The Fuse, quand il y a une madame qui achète une maison, qui va vivre à côté d'une institution, qui commence à râler, c'est exactement la même chose que quelqu'un qui va vivre à côté de l'aéroport et après un mois dire, c'est quoi, il y a des avions ici. Ça ne va pas. Non, mais on sait que si on change les routes, au bout d'un moment, voilà, les gens sont plus Non, mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. Je ne parle pas des routes, je parle de vivre à côté de l'aéroport. Romain de Reus, vous avez un système de médiateurs de nuit. Ça marche comment ? C'est efficace ? Ça date de la législature précédente, mais vous estimez que ça a porté ses fruits, ça a évité quoi comme type de problème ? On a créé ce service en 2018 à l'initiative de Béa Diallo. On a aujourd'hui à XL 11 médiateurs de nuit. Ce sont des agents de prévention qui travaillent jusqu'à 4 heures du matin, le samedi, le vendredi et la veille des jours fériés. Donc ils sont présents toute la nuit ou presque, jusqu'à 4 heures du matin. Ce sont les périodes où il y a le plus d'activités, potentiellement dans l'espace public comme ça a été dit, qui peuvent générer des nuisances et qui ne sont pas encadrées, surtout lorsqu'elles sont spontanées. Et plutôt que d'envoyer la police pour intervenir avec parfois des confrontations qui peuvent dégénérer, on envoie les médiateurs de nuit auprès du public pour expliquer les voisins sont là, calmez-vous, etc. Allez plutôt rendez-vous plutôt dans mais quoi, ils dans les ont cafés, des sonomètres, ils vérifient si les normes de bruit sont respectées ou pas ? Non, parce que tout ce qui concerne normes de bruit, j'ai pas envie de faire de la mécanique institutionnelle, mais c'est plutôt la région. Ouais. Et donc c'est Bruxelles Environnement qui contrôle le respect des normes de bruit. Nous, on est là dans un principe de courtoisie, simplement, et de bon respect du voisinage. Sont bonnes ou est-ce qu'elles doivent être revues ? Lorenzo Serra, Pascal Smet, Mathieu Léonard, si vous êtes inspiré sur la question aussi, parce que vous êtes un peu en retard de temps de parole, et vous êtes très sage, mais voilà, est-ce qu'on doit revoir les normes de bruit à Bruxelles, celles qui sont appliquées, comme le disait M. de Reus, par Bruxelles Environnement ? Il faut évaluer et voir. Mais ce n'est pas l'essentiel. Je pense qu'il y a des normes de bruit en principe, ok, ils sont là, évalue-le, mais qui est plus important, il y avait jusqu'à quelques mois une pratique à Bruxelles que le bourgmestre pourrait donner une exception à des événements en plein air ou dans les tentes. Malheureusement, le Conseil d'État a dit non, c'est pas possible puisqu'il n'y a pas une base légale. Et là, j'appelle au gouvernement bruxellois actuel de changer la loi et donner de nouveau la possibilité au bourgmestre, pour des cas en plein air exceptionnels, de donner des autorisations, y compris pour le gare maritime à Tour et Taxi. Ça, c'est de bon sens. C'est pas dire chaque semaine des événements, mais de temps en temps organiser en plein air. Pour moi, ça, c'est la priorité. Et vous pointez à dessein la gare maritime à Tour et Taxi. Pour vous, Tour et Taxi, c'est un endroit où on doit faire plus d'événements ?
10 fois par an, par exemple. Et la gare maritime est toujours ouverte au public. Allez, prends Tomorrowland. Le Tomorrowland veut toujours faire, avant le grand festival, à Bruxelles, à la gare maritime, une grande pré-fête. On ne va pas quand même dire à Tomorrowland, tu ne peux plus venir à Bruxelles, puisqu'on ne peut pas te donner une exception pour une fête, puisqu'il y a, je ne sais pas, un oiseau, un habitant qui n'est pas content. Ça, tu ne peux pas dire. Il faut quand même penser à l'image de Bruxelles aussi. Lorenzo Serra et Mathieu Léonard, je voudrais passer en revue quelques endroits de Bruxelles où il y a des événements de temps en temps. Et vous allez me dire si vous trouvez qu'ils sont bien exploités, surexploités, sous-exploités. Ça va? Alors, on va faire le ping-pong, Lorenzo Serra. Le cinquantenaire, c'est un endroit qu'on utilise correctement pour ce qui est événements festifs, essentiellement en été. Surexploité, sous-exploité pour vous? Je pense qu'il est sous-exploité en termes d'événements festifs, de culture festive. Oui. Oui, très clairement. Je pense que j'ai assez avec 5 doigts sur une main pour citer les événements de culture festive qui ont lieu sur le cinquantenaire. En été, quand même, bon, alors c'est un marché médiéval, etc. Enfin, ça enchaîne, quoi. C'est des trucs. On parle de son amplifié. Si je parle de son amplifié, à ce moment-là, je pense qu'il n'y en a pas assez. Le parc de Bruxelles, que certains appellent le parc royal, où on fête le 21 juillet. C'est un endroit. Il y a le roi qui habite à côté, mais enfin, il y travaille surtout, il ne dort pas en théorie. C'est un endroit où on préfère plus d'événements, Mathieu Léonard? Moi, je vais répondre de manière un peu plus macro à votre question. En fait, tous les endroits sont opportuns, tous les endroits sont bons pour y faire la fête durant l'été, par exemple, ou au début du printemps, ou durant le printemps. Et je rejoins Pascal Smet qui dit, en fait, il faudrait redonner peut-être un peu plus de pouvoir au bourgmestre. Et donc, le bourgmestre, il est élu aussi en fonction des desiderata, des souhaits de ses administrés. Oui, mais il y a des communes. Est-ce que toutes les communes jouent le jeu? Mais c'est pas la question. Non, c'est pas ça. Parce que vous avez cité vous-même, vous avez dit à Ixelles, à Saint-Gilles, à la ville de Bruxelles, il y a beaucoup de terrasses, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des communes qui jouent pas le jeu, et donc ça bloque l'activité économique, ça bloque les possibilités de sortie. Il y a peut-être des communes qui souhaiteraient justement pouvoir organiser. Dites-moi lesquelles. J'en sais rien, moi, dans le sud de Bruxelles, par exemple, qui souhaiteraient organiser des événements à son amplifié peut-être un peu plus importants, plutôt que de constamment devoir aller sur Bruxelles-Ville, Ixelles ou Saint-Gilles, c'est justement pour. On va entendre Pascal Smet dans un instant parce qu'il a envie de répondre. Mais vous accepteriez, vous, des événements à son amplifié, je sais pas, moi, sur la place Flaget à Ixelles, Romain Dereus? Alors, il y a des endroits où je n'accepte pas. Et c'est très clair, je le dis à tout le monde, la place Flaget, je n'accepte pas, parce que c'est déjà, quoi qu'il arrive, un lieu de rassemblement très important, en particulier juste à côté de la place Flaget, la place Sainte-Croix et les rues avoisinantes, parce qu'il y a une caisse de résonance immense, parce que c'est une place carrée, pour faire simple, avec un côté qui n'est pas rempli, le son qui se propage vers les étangs d'Ixelles et au-delà, et tout de l'autre, les 3 côtés, c'est une place habité avec une densité très importante. Et j'ai des demandes toutes les semaines. Donc non, pas à la place Flaget. Mais on a plein d'autres endroits à Ixelles où c'est possible. Et de nouveau, dans le cadre... deux endroits où on pourrait faire un événement. Pas plus tard que ce week-end, un événement où on a accueilli un DJ international et pas un petit... Lost Frequencies, qui est venu jouer à U Square, dans le site des anciennes casernes de gendarmerie, qui est en voie de reconversion. Et aujourd'hui, ce site s'y prête. Effectivement, il y a des nuisances pour les riverains. Quand il y a des basses qui se propagent, les voisins directs, même fenêtres fermées, ils sont comme dans le concert, mais ça arrive de façon très occasionnelle, et il y a des horaires. Et l'horaire, en l'occurrence, c'était 23h, un samedi soir jusqu'à 23h. Ils ont terminé à 23h12, tout était plié, rangé. C'est une organisation sérieuse. Est-ce que les bourgmestres ne sont pas finalement la garantie qu'à un moment donné, il y aura une forme de NIMBY? Et si par malheur, les bourgmestres des communes où généralement il y a des événements disent non, je n'en fais plus, on pourrait voir Bruxelles être privé d'événements. Alors est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas laisser à la région l'autorité en la matière? Mais les deux, je suis d'accord que le bourgmestre connaît bien la commune. Mais j'essaye d'opposer l'élu régional et l'élu communal, mais c'est difficile aujourd'hui. Je pense que les deux peuvent parfaitement coexister. Mais c'est vrai, par exemple, à la ville de Bruxelles, à un certain moment, lors des alentours de Place Sainte-Catherine, il y avait trop d'événements, c'était trop d'événements. Ça a commencé avec la dispersion, ils ont commencé avec la place Poulard, le RAC. Maintenant, il y a avec Place Nord, dans le quartier du Nord, devant la gare du Nord. Ce week-end, ça ouvre. Cet été, on va avoir plein air dans le quartier du Nord, intégré dans le quartier. Par conséquent, il faut éviter une trop grande concentration sur certains endroits. Il faut faire en sorte que c'est élargi. Mais je peux comprendre aussi qu'un bourgmestre dit « Mais attends, dans un quartier résidentiel où tu as une place, ça n'a pas du sens d'amener beaucoup de gens là-bas. » Il faut regarder un peu dans le tissu. Le bon sens, ça, je crois que tout le monde est d'accord. Mais est-ce que vous pourriez, vous, qui n'êtes pas un élu, enfin, vous êtes conseiller communal, mais qui n'êtes pas un échevin ou un bourgmestre, vous pouvez me citer le nom d'une commune qui ne joue pas le jeu et qui a tendance un peu
trop à votre goût à fermer les manettes? Non, mais je donne un exemple que je vois aux gens, par exemple, penser Watermael-Bafort. Tout le monde va être dans la tranquillité. Non, c'est pas vrai. Le bourgmestre de Watermael-Bafort, David Lester, a dit je veux qu'il y ait des événements dans le mix, là-bas. Il a fallu déplacer un concert et l'emmener aux casernes. Bruxelles Environnement, des problèmes avec la nature qui est là. Et par conséquent, je peux comprendre que le bourgmestre de Woluwe, Saint-Lambert, au Saint-Pierre, dit mais attends, on est plutôt résidentiel, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça, je peux comprendre. Mais encore une fois, c'est équilibre et faire en sorte que il y a une dispersion dans le milieu urbain, et je crois aussi que le monde de nuit est en même demandeur. Quand on regarde maintenant Place du Nord, si je peux dire, devant la gare, on n'avait jamais un événement là-bas. Mais c'est quand même un endroit magnifique. Quand tu es là pour organiser des concerts, des activités plein air, on pense, avec un peu d'imagination, qu'on est à New York, qu'on est à Miami. Ça se donne tout à fait une autre ambiance. Et là, c'est aussi une manière de découvrir Bruxelles d'une autre façon. Moi, je veux, parce que je ne l'ai pas entendu dans cette émission, je veux juste dire, c'est extrêmement important. En fait, c'est normal qu'il y ait des gens qui sortent. C'est une activité de sociabilisation normale et attendue. Les gens, tout âge confondu, ont besoin de se rencontrer. Les appartements Ils ont besoin de dormir aussi. Les logements, bien sûr, je vais venir. Les logements sont de plus en plus petits. On sait de moins en moins accueillir chez soi. Et donc, dès lors, l'activité se reporte dans des lieux extérieurs et dans l'espace public. Quand on a dans les lieux extérieurs des partenaires, les cafés, les restaurants, les clubs qui organise l'activité, eh bien on sait déléguer la responsabilité de la gestion du public. C'est ça toute la logique de partenariat. Et quand on fait ça, eh bien on sait trouver l'équilibre pour assurer la quiétude des riverains, parce qu'on a délégué une responsabilité d'encadrement du public, et donc on sait trouver cet équilibre pour assurer la quiétude des riverains, tout en organisant, tout en assurant que les gens puissent se rencontrer. On est des êtres sociaux par excellence, nous tous, êtres humains. C'est donc normal qu'on sorte, et en particulier dans une ville qui se densifie. En préparant cette émission, on m'a cité, alors c'est un intervenant qui finalement n'a pas pu venir pour une question d'agenda lui aussi, on avait lancé beaucoup d'invités, ça je le dis, mais on me dit le bois de la Cambre est surutilisé, il est abîmé. Est-ce qu'on surutilise le bois de la Cambre? Pascal Smet, c'est sur la ville de Bruxelles, c'est pour ça que je vous pose la question. Lorenzo Serra, est-ce que c'est un bon endroit pour vous pour des événements, le bois de la Cambre? On continue le tour, oui? Oui, c'est un bon endroit. Un bon endroit. Et on ne l'utilise pas trop? Citez-moi plus de 10 événements au bois de la Cambre avec son amplifié. Non, je sais pas, prenez les 24 heures vélo, ça c'est toute la nuit. Okay. Ça vous saccage les pelouses, ça abîme la faune, la flore. Non? Vous n'êtes pas convaincu, Pascal? Mais je crois qu'il y a quand même une sensibilité aujourd'hui. Ouais. Allez, je vois quand même le professionnalisme des organisateurs. Ils sont bien conscients qu'il y a une pelouse, qu'après que la pelouse doit être restaurée, il y a quand même un professionnalisme. On doit arrêter un peu aussi de dire c'est n'importe quoi. La commission royale des monuments ici aurait dit par le passé, si on allait sur la place de Brouckère, là, on abîmerait au moins pas la nature. C'est un bon endroit pour des événements, la place de Brouckère, Lorenzo Serra? C'est un super endroit pour faire des événements. Il y a une communauté de quartier qui est un peu énervée, mais c'est un super endroit pour faire des événements. La place, elle est minérale. Elle est un peu peut-être difficile à encadrer quand on voit, parce qu'il faut mettre des barrières de partout, mais c'est un super endroit. Mais je voudrais revenir, parce que les résidents, il faut aussi dormir. C'est toujours assez curieux qu'à un certain âge, on a envie de sortir. À partir d'un certain âge, on a envie d'un peu moins sortir. Puis, il y a certains jours où certains ont envie de sortir, mais le lendemain, ils veulent dormir. Et donc, quand ils veulent dormir, ils se plaignent des gens qui sortent. Ça s'appelle une ville, une grande métropole, où certains dorment quand d'autres font la fête, et d'autres font la fête quand les mêmes dorment quand les autres font la fête. Donc, on est quand même une ville mégapole avec multifonctions. Il doit trouver une manière de vivre ensemble. Pour revenir à Agent of Change, je pense que c'est super important. On doit aussi avoir une ville attractive. Je pense qu'on a tous envie de ça. Les grands événements, c'est la deuxième raison pour les touristes de venir à Bruxelles et pour les grandes entreprises de s'installer à Bruxelles. On le dit pas assez. Et la nuit, c'est la quatrième raison. Et puis, vous parliez qu'on a envie de dormir. Je ne sais pas si vous savez combien de personnes sortaient pendant le Covid, alors qu'on était censé rester à la maison le vendredi et le samedi soir. 200 000. Donc, je parle pas d'un petit chiffre. Donc je reviens à dire donc les êtres sociaux que nous sommes, clairement nous sommes des êtres sociaux, donc on doit réguler tout ça et on doit accepter cette espèce de vivre ensemble avec des règles qui font qu'on va pouvoir le faire, et je pense que c'est ce qu'on est en train de mettre en place en bonne intelligence et en essayant de respecter tout le monde, et c'est en tout cas la démarche dans laquelle nous on s'inscrit avec Brussels by Night. Est-ce qu'un système comme ce qui existe à XL manque à l'échelle de la région, un système de médiation, de gens qui viennent sur chaque événement et finalement permettre à ceux qui seraient d'accord, pas d'accord, à ceux qui souffriraient du bruit, des nuisances ou autres, d'avoir quelqu'un à qui s'adresser pour que ce ne soit pas toujours chez le bourgmestre qui peut recevoir tout le monde dans les grosses communes? Non, ça, c'est pas nécessaire. Moi, je suis grand régionaliste, mais je pense aussi que c'est une tâche de bourgmestre.
Franchement, je pense que c'est la tâche de commune de régler ça entre les habitants et les organisateurs. Même comme régionaliste très prononcé, je pense que c'est une tâche des municipalités. Bon. Je ne dirais pas le contraire. Et oui, mais c'est ce qu'on a fait avec le plan XL la nuit. Alors Pascal Smet, vous disiez qu'il faut donner plus de pouvoir au bourgmestre, mais voilà, il faut. C'est ce qu'on a fait avec le plan XL la nuit. Ça sert à quoi? Je l'ai dit en introduction. La nuit, c'est un enjeu. La vie nocturne, c'est un enjeu pour une commune comme XL. On a sorti un plan avec le renforcement des services publics. On va avoir des services publics qui vont travailler plus tard. On en a qui travaillent jusqu'à 4 h du matin. Et on va avoir des équipes de propreté publique jusqu'à 22 h le soir. On a actualisé les règlements en modifiant les horaires des terrasses dans une logique de partenariat. Et on a un plan avec Bruxelles by Night. Troisième volet de ce plan XL de la nuit pour travailler sur une nuit inclusive, sans discrimination raciale, qui permet de lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la nuit et qui permet d'assurer les droits des personnes LGBTQIAP+, parce qu'il faut aussi penser à la sécurité et aux droits des sorteurs eux-mêmes. Et on fait ça sur le quartier du cimetière d'Ixelles notamment. C'est important pour l'avenir. Après, on étendra sur l'ensemble des quartiers de la commune, mais on travaille par priorité et par initiative dans ce quartier-là. Alors, avant qu'on conclue cette émission, je voudrais encore revenir sur un dernier endroit de Bruxelles dont on recommence à parler, c'est le plateau du Heysel. La région veut relancer le projet Néo. Ça, c'est un endroit où on pourrait faire des événements. On a fait le constat, nous, à la rédaction de BX1, que, par exemple, plus beaucoup de concerts au Stade Roi-Baudouin. Alors les riverains seront sans doute ravis. Est-ce que là, on doit faire un focus? Est-ce qu'on doit le remettre aux normes pour attirer des artistes? Est-ce que là, il y a quelque chose qu'on doit faire dans le cadre du projet Néo ou du développement de cette partie de Bruxelles? Mathieu Léonard. Alors là, on va parler pour le monde de la restauration et du café aussi et de l'hôtellerie. Ouais. Le projet Néo, il doit se mettre en place pour être un grand centre de congrès avant tout. Ouais. Ça, c'est ce que l'ensemble de la profession demande. Je crois que c'est ce que la ville de Bruxelles soutient aussi et la région également. Et je crois qu'il y a un moment où là, il va falloir penser à tout. Et d'ailleurs, le clubbing va en profiter. Mais je crois que ça doit redevenir enfin un grand centre de congrès. Et s'il y a des concerts, c'est très bien. Moi, je ne m'oppose pas à des festivités, à des grands événements tels que des soirées ou quoi. Mais en l'occurrence, là, ça doit devenir un centre de congrès parce qu'on pleure pour en avoir un depuis la fermeture du Palais des Congrès, il y a maintenant 15 ans, je crois. Donc, il y a un moment, il faut appuyer là-dessus en disant on a besoin du monde des affaires et ça, c'est une priorité pour le projet. Et avant la conclusion, Lorenzo Serra, le plateau du Heysel, le Stade Roi-Baudouin, c'est pas un endroit qui est en train de péricliter sur le plan de l'organisation d'événements, des potentialités. On devrait y mettre un peu d'argent pour en faire quelque chose. Il y a pratiquement plus de concerts qui se font là, beaucoup moins que précédemment. C'est évident qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui s'arrêtent à Bruxelles et qui choisissent d'autres villes, même en Belgique. Après, je pense que le plateau s'y prête super bien. Pour des événements exceptionnels. Je pense par exemple à l'événement du Nouvel An, qui est le plus grand Nouvel An d'Europe, qui se fait sur le plateau du Heysel. C'est près de 70 000 personnes qui viennent célébrer le Nouvel An à Bruxelles. Il faut imaginer les retombées que ça représente. Et clairement, il manque aujourd'hui à Bruxelles une salle indoor qui peut accueillir 3 à 5 000 personnes. On a le Palais 12 ou l'ING Arena qui peut accueillir jusqu'à 15 000 personnes, mais on n'a pas de salle. Dès qu'on dépasse 2 000 personnes, si on va de 2 000 à 5 000, 6 000, on n'a pas de salle à Bruxelles. Donc ça, c'est aussi une problématique. Peut-être que, enfin, il y a des palais au Heysel qui pourraient s'y prêter s'ils étaient rénovés, parce que c'est clair qu'il y a un problème, il y a une problématique aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne peut pas les utiliser. Maintenant, le Stade Roi-Baudouin, je pense que c'est au grand tourneur qu'il faut poser la question. Pour quelle raison il ne s'arrête pas là? Est-ce qu'il est trop petit, trop grand? Est-ce qu'il est pas? On a honnêtement, en toute franchise, on a voulu faire l'émission là-dessus il y a quelques temps et on n'a pas trouvé d'interlocuteur qui était prêt à se mouiller. Vous allez avoir encore une dernière fois la parole pour la conclusion. Petit jingle. Pascal Smet, qu'est-ce que vous retenez, vous, des échanges qu'on a eus ici et quelle doit être maintenant, à l'échelle régionale, la priorité en matière de gestion du bruit lié à la fête, aux événements, au clubbing ou autres? Mais la priorité absolue est restaurer au bourgmestre la possibilité de donner une exception pour organiser des activités en plein air, pas chaque semaine, mais quelque chose 10 fois par an sur endroit. Ça, c'est pour moi la priorité absolue, puisque je veux absolument que, par exemple, Tomorrowland peut continuer son pre-party à Bruxelles, puisque c'est l'essentiel pour l'image de Bruxelles. Romain Dereus, quelle va être votre priorité à XL en matière de gestion du bruit et qu'est-ce que vous retenez par ailleurs des échanges qu'on a eus ici? Alors, ce que je retiens des échanges, d'abord, c'est on l'a tous dit, on est des êtres humains sociaux. Nous, êtres humains, nous sommes des êtres sociaux par nature, par excellence. Et dès lors,
organiser les rencontres, enfin que les rencontres s'organisent, c'est normal, c'est attendu et ça doit s'entretenir. Sans quoi, il y a des problèmes de santé mentale qui en suivent quand il y a trop d'isolement de la part des personnes. On l'a connu pendant le Covid. Et donc, dès lors, ça doit s'organiser, ça doit se faire dans une logique de partenariat. C'est ce que nous faisons à XL, ce que nous essayons de faire. Et jusqu'ici, ça fonctionne plutôt bien. On verra la saison printemps-été 2026 qui est la saison dans laquelle on va vivre les nouvelles mesures. Et moi, ma priorité, c'est maintenant l'évaluation de ce plan XL la nuit qu'on vient de sortir avec les 3 axes de renforcement des services publics, d'actualisation des règlements qui encadrent la vie nocturne et enfin ce projet pilote dans le quartier du cimetière d'Ixelles pour assurer une nuit inclusive en toute sécurité. Mathieu Léonard, vous êtes confiant à l'approche de l'été pour les terrasses bruxelloises et le RECA bruxellois. Qu'est-ce que vous retenez des échanges qu'on a eus ici? Moi, je retiens surtout le passage au Parlement de cette ordonnance de l'Agent of Change. C'est un excellent signal pour non seulement la corporation du monde de la nuit, mais on est quand même une grande famille, on a peut-être des métiers légèrement différents, mais c'est de l'accueil qu'on fait de manière générale. Pour nous, c'était super important. C'est un excellent signal. Ça apporte un petit peu plus de confiance entre les différents secteurs et le monde politique qui se rend compte enfin qu'en fait, la vie n'est pas toujours facile dans les rapports qu'on peut avoir avec les résidents, enfin les riverains des quartiers. Je rappelle aussi de cet échange, quand j'entends le bourgmestre d'Ixelles ou que j'entends le député bruxellois, qu'ici on ne parle pas de un lobby qui aurait profité finalement d'une situation et qui serait parvenu à convaincre mieux qu'un autre. C'est pas du tout ça. C'est un moment l'équilibre. Pascal Smet l'a dit. Le partenariat, Monsieur Dereuse l'a dit également. Et donc à un moment, il faut retrouver cette espèce de tempérance et de pouvoir recommencer à travailler ensemble. Et moi, les NIMBY, ce sont probablement ceux qui me dérangent le plus. Quand on vit à Bruxelles, on sait où on a mis les pieds. Allez, le mot de la fin. Lorenzo Serra, qu'est-ce que vous attendez? Vous étiez un peu mitigé, content du Agent of Change, mais vous restez inquiet pour le secteur du clubbing. Je pense qu'on doit avoir un plan pour sauver l'existant. Je pense que c'est super important. On n'imagine pas Bruxelles sans le Myrano, sans le Fuse, sans Oumi. La cabane a déjà fermé, le Spirito ferme fin avril. Je pense qu'on n'imagine pas une ville sans au minimum 15 clubs. Ça devient une ville de campagne et plus une capitale. La deuxième chose, c'est de travailler l'urbanisme sur l'avenir. Comment est-ce qu'on va développer Bruxelles la nuit en toute intelligence? Quelles sont les nouvelles zones de développement, par exemple? Et la troisième chose que je retiens, c'est qu'on est ici sur le même plateau en train de parler. C'est quelque chose d'assez récent. Il y a 10 ans, je pense pas qu'on aurait fait le même plateau et qu'on aurait parlé de la culture festive, parce que moi je l'appelle comme ça, pas que la nuit, puisqu'on a parlé des open air. Donc il y a énormément d'opératrices nocturnes qui font des festivals, qui font des open air et qui sont très actifs en été. Et donc moi je retiens de ça, c'est qu'aujourd'hui on travaille ensemble et qu'on ne se rende pas dedans. Il n'y a rien de pire que d'oublier la nuance et de se battre. Aujourd'hui on se bat pas, parfois on n'est pas d'accord sur certains points, mais au moins on discute et on essaye de trouver des solutions à chaque problématique. Merci à tous les 4 d'être venus sur cette émission. On se retrouvera très bientôt avec de nouveau beaucoup de questions.